Alors, j'aimerais commencer cette exploration par une petite citation. Je cite, «Cette jeunesse se conduit avec une suffisance vraiment intolérable. Elle croit avoir la science infuse. Quand moi j'étais jeune, on nous apprenait les bonnes manières et le respect qu'on doit à ses parents. Mais la nouvelle génération n'a de cesse de contester et elle veut toujours avoir raison.» Fin de la citation. Ouais, l'image est hyper frappante de réalisme, je trouve. C'est clair. Quand on entend ça, on visualise tout de suite le repas de famille un peu tendu, tu sais, à l'adulte qui lève les yeux au ciel face à un ado affoilé sur sa chaise. Grave. Le regard complètement scotché sur son écran. On a l'impression que c'est une conversation qui a été captée hier soir dans n'importe quel salon, quoi. Exactement. Eh ben, c'est justement là que ça devient fascinant. Parce que cette citation, elle n'a pas été prononcée hier soir. Ni même au siècle dernier, en fait. Attends, c'est plus vieux que ça. Ah oui, beaucoup plus vieux. Ça nous vient d'Hésiode, un poète grec. Et ça a été écrit au 8e siècle avant notre ère. Ah ouais? Le 8e siècle avant Jésus-Christ? Ouais, il y a presque 3000 ans, quoi. C'est dingue. Ça remet les choses dans une perspective assez vertigineuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que, du coup, ça montre que ce conflit générationnel, et surtout l'incompréhension totale des adultes face à l'adolescence, c'est une expérience fondamentalement humaine. C'est universel, en fait. Exactement. Les époques changent, les technologies évoluent à une vitesse folle, les vêtements n'ont plus rien à voir, mais cette dynamique de rupture, ce mur d'incompréhension qui se dresse d'un coup, c'est littéralement gravé dans notre code génétique. Et c'est vraiment le point de départ idéal pour notre décryptage d'aujourd'hui. On va se lancer dans une plongée assez minutieuse d'un livre qui bouscule pas mal d'idées reçues, qui s'appelle « On ne se comprend plus » de la psychothérapeute Isabelle Filiosa. Un ouvrage de référence, ouais. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de disséquer ce phénomène hyper complexe qu'est l'adolescence, donc la période charnière qui va en gros de 12 à 17 ans. Ouais, la fameuse zone de turbulence. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'aller voir ce qui se trame réellement dans la tête, mais aussi et surtout dans le corps de ces jeunes. L'objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est de trouver comment traverser cette fameuse époque des portes qui claquent à la figure, sans que le lien familial en sorte complètement brisé. Et c'est une mission vitale pour tellement de monde en vrai. Je pense qu'il faut souligner que cette réflexion, elle concerne évidemment quand on est parent, mais aussi les enseignants, les éducateurs, bref, tout adulte qui gravite autour d'un ado. C'est sûr. Mais la portée va même au-delà de la parentalité pure, tu vois. C'est fascinant pour toute personne qui s'intéresse aux neurosciences, au développement de l'esprit humain. Ou même juste pour faire la paix avec l'ado qu'on a été. Exactement. Hein. Comprendre et apaiser cet ado un peu turbulent qu'on était il y a quelques années. Parce qu'il faut bien avouer que pour les adultes, le point de départ a de quoi donner le vertige. C'est ce basculement soudain qui est effrayant. Le jour et la nuit, quoi. C'est ça. Un jour, on a face à soi un enfant super câlin, qui partage toute sa journée, qui cherche l'approbation. Et le lendemain, bim, presque sans préavis, cet enfant se barricade dans sa chambre. Et il répond que par onomatopée. Ouais, des monosyllabes, il lève les yeux au ciel à la moindre phrase, et on dirait qu'il développe une allergie à tout ce que l'adulte représente. Et spontanément, l'adulte le prend super mal. Comme une attaque personnelle, ouais. Une provocation délibérée, voilà. On se dit, il le fait exprès pour me rendre fou. Et c'est normal que le cerveau adulte réagisse comme ça. En fait, il analyse juste le comportement visible. Donc l'insolence, le mutisme, ce qui ressemble à de la flemme monumentale ou à de l'agressivité. La carrosserie de la voiture, en gros. C'est ça. Mais la thèse centrale du livre, c'est qu'il faut changer de posture radicalement. Au lieu de s'obstiner à juger la carrosserie et la façon dont la voiture est conduite, il faut ouvrir le capot. D'accord. La prémisse, c'est que cette attitude, c'est pas du tout une mauvaise volonté calculée. C'est un énorme bouleversement physique dicté par une biologie en pleine effervescence qui prend carrément les commandes. Bon, allons regarder sous ce fameux capot alors. Parce qu'on entend tout le temps la phrase cliché « Oh, c'est les hormones, ça le travail ». Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'ingénierie interne? En fait, il y a une vraie collision entre deux phénomènes biologiques majeurs. Déjà, le déluge hormonal, c'est pas un mythe. C'est réel. Ah oui, très réel. Le corps subit une inondation brutale de testostérone, d'œstrogène, de progestérone. Et ces substances, elles font pas juste changer l'apparence physique ou la voix. Elles vont dans le cerveau. Elles saturent le cerveau. Ça provoque des tensions internes hyper intenses et des vagues émotionnelles que l'adolescent lui-même ne comprend absolument pas. Il subit le truc, quoi. Il subit totalement. Et le deuxième phénomène, c'est là que le bas blesse vraiment. C'est que ce tsunami chimique, il frappe un cerveau dont la structure clé de régulation n'est pas encore terminée. Le cortex préfrontal. Exactement.
le fameux cortex préfrontal. Alors si je vulgarise un peu, le cortex préfrontal, c'est la tour de contrôle. C'est ce qui nous permet de ne pas exploser de colère au travail, de planifier nos actions, de se dire bon, si je fais ça là, j'aurai telle conséquence demain. C'est tout à fait ça. C'est le siège de la rationalité, de l'empathie, du comportement socialement acceptable, on va dire. Et le problème majeur de l'adolescence, c'est que cette zone, elle est en plein chantier. Elle est fermée pour travaux. Ouais, elle perd des connexions qui servent à rien pour en recréer des nouvelles beaucoup plus efficaces. Donc, pendant ce temps-là, elle est juste pas opérationnelle à 100%. Tu sais, en lisant cette partie, j'ai essayé de trouver une image parlante. Souvent, on dit que c'est une maison en travaux, mais je trouve que ça ressemble plutôt à un smartphone, tu sais. Ah, un smartphone qui fait sa mise à jour? Ouais, une grosse mise à jour système, genre la version bêta. Le matériel, le corps, il devient plus grand, plus performant, mais le logiciel interne, il bug complètement. C'est clair. Les applications de régulation émotionnelle, elles crachent en permanence. Et l'écran se fiche dès que tu poses une question un peu complexe. Et les parents, c'est les utilisateurs qui tapent sur l'écran hurlant « Mais pourquoi ça marche pas ?» Mais grave, c'est exactement ça. Elle est parfaite, cette analogie. Parce que pendant que le processeur principal est hors ligne pour la mise à jour, le système s'arrête pas de tourner. Il fait comment, du coup? Il bascule sur le système de secours. Et ce système, il est beaucoup plus primitif. C'est l'amygdale. L'amygdale? C'est le centre de la peur, ça, non? C'est le centre d'alerte, ouais. C'est conçu pour réagir tout de suite aux menaces, par la peur, la fuite ou l'agressivité immédiate. Ce qui explique pourquoi la fameuse question « Mais enfin, pourquoi tu as fait ça ?» est totalement inutile. Ah mais totalement. Demander pourquoi à un ado qui vient d'avoir un comportement impulsif, c'est essayer de parler avec le processeur qui affiche « mise à jour en cours ». Veuillez patienter. C'est ça. L'ado, il n'en sait rien de pourquoi il a fait ça. Son amygdale a déclenché l'action en une fraction de seconde, bien avant que son cortex ait pu évaluer le risque. Donc, si je te suis, le logiciel de contrôle plante tout le temps, l'ado ne reconnaît plus ses parents comme les administrateurs du système, du coup, il se retrouve dans un vide angoissant. Il a besoin d'une boussole. Forcément, oui. Et s'il peut plus se fier à lui-même ni regarder vers ses parents, il va chercher ses repères où? Il va chercher un réseau de secours externe. Et ça, c'est vraiment le pivot de cette période. C'est le grand basculement social. Le passage de la famille aux potes. Exactement. Les psys appellent ça la transition d'un attachement vertical vers un attachement horizontal. Vertical vers horizontal, ok. Ouais. Pendant l'enfance, pour survivre, tu dépends des figures d'autorité, donc les parents. L'enfant regarde vers le haut, à la verticale, pour avoir de la protection et de la validation. Et à l'adolescence, ça change? La biologie exige qu'il prépare son indépendance. Pour devenir un adulte capable de survivre en dehors du nid familial, il doit se détacher. Et donc son regard se tourne vers l'horizontale, vers ses pairs, ses amis. Ce qui explique vraiment cette hypersocialisation qui rend dingue les adultes. T'as l'impression que l'ado préférerait, je sais pas, se couper un bras plutôt que de rater la soirée d'un pote. Ah mais c'est vital pour eux. Ou le fait de passer 5 heures sur les réseaux le soir pour parler à des gens qu'ils ont quittés il y a 1 heure au lycée. C'est pas juste un besoin de s'amuser, alors... Ah non, pas du tout. Les neurosciences montrent que ça répond à une vraie pulsion de survie. Le cerveau de l'ado, il libère des doses massives de neurotransmetteurs de récompense quand il se sent inclus dans le groupe. Ah ouais, la fameuse dopamine. Voilà. Et à l'inverse, l'exclusion sociale, ça active les mêmes zones de douleur dans le cerveau qu'une vraie blessure physique. Le rejet fait littéralement mal. C'est ça? Le statut dans la tribu, c'est pas un jeu de cours de récré, c'est une question de vie ou de mort émotionnelle. D'accord, je comprends bien la mécanique biologique, mais là je suis obligée de poser la question qui fâche. Je t'écoute. C'est pas super dangereux de laisser un cerveau immature, guidé par son amygdale, se conformer aveuglément aux règles d'un groupe d'autres cerveaux tout aussi immatures? C'est le risque, ouais. Parce qu'on parle quand même de la pression pour porter des fringues hors de prix, ou pire, des comportements à risque avec l'alcool, la vitesse sur la route, juste pour pas perdre la face. On dirait qu'ils effacent leur propre identité pour se fondre dans la masse. L'inquiétude est ultra légitime, et les statistiques d'accidents à cet âge le prouvent. Mais en fait, ce passage par la conformité, c'est une étape inévitable du développement. C'est un passage obligé. Ouais. L'individuation exige d'expérimenter. Pour savoir qui il est vraiment, l'ado doit tester d'autres systèmes de valeurs que ceux de ses parents. Comme on essaye des vêtements dans un magazine? Exactement. Il enfile différentes identités pour voir laquelle lui va bien. Le danger vient pas du groupe en soi, mais plutôt de la façon dont on organise ces groupes dans notre société. Surtout à l'école. C'est-à-dire, en quoi le collège aggrave le truc? C'est censé être un lieu d'apprentissage. Le livre soulève un paradoxe de fou. Réfléchis bien. On prend des centaines de jeunes dont le cortex préfrontal est en rade. Ouais. Un système nerveux stressé ne peut pas se calmer au contact d'un autre système nerveux stressé. C'est impossible. C'est logique.
Et c'est pour ça que l'auteur propose de regarder des modèles différents, comme au Danemark, avec leur truc de la patrouille du jeu. Ah oui, cette histoire de mélanger les âges exprès. Oui, au lieu de cloisonner tout le monde par année de naissance, il crée une vraie mixité. Les grands élèves sont formés pour encadrer et jouer avec les petits. Et ça marche? Neurologiquement, ça change absolument tout. Le petit se sent en sécurité avec un plus grand, ce qui fait baisser son cortisol, l'hormone du stress. D'accord. Et pour le grand? Et le grand, le fait qu'on lui donne une vraie responsabilité, ça active son fameux cortex préfrontal en travaux, ça booste son estime de lui de manière hyper positive, au lieu qu'il aille chercher ça dans des comportements à risque. C'est fou comme un simple changement d'organisation dans une cour d'école peut modifier la chimie du cerveau. C'est puissant, hein. Mais bon, cette évolution vers l'indépendance, elle se fait pas en un jour. Et ce qui est passionnant dans le livre, c'est la chronologie de cette métamorphose. Ouais, le découpage par âge est très pertinent. Les frontières bougent super subtilement. Par exemple, si on prend les tout débuts, vers 11 ou 12 ans, on voit des comportements qui semblent insensés pour nous, mais qui ont beaucoup de sens en profondeur. C'est la période où ils posent leurs nouvelles frontières psychiques. L'enfant cherche à dire « Ok, moi je commence ici, et le monde extérieur s'arrête là ». Et il y a ce détail de l'utilisation de la troisième personne. Ça m'a trop fait sourire parce que c'est tellement vrai. Ah oui, le fameux « il » ou « elle Ouais, imagine la scène. T'es dans la cuisine avec des amis, l'enfant de 12 ans est juste à côté en train de grignoter, et là tu dis innocemment « Ah tu sais, en ce moment il a du mal à se lever le matin, il est super fatigué ». Et là, explosion nucléaire du gamin. La colère immédiate, ouais. Et toi, en tant qu'adulte, tu te dis « Mais pour qui il se prend? On s'intéresse à lui, il devrait être content ». Alors que 6 mois avant, il aurait souri ou il s'en ficherait. Mais à 12 ans, parler de lui à la troisième personne alors qu'il est dans la pièce, c'est plus du tout perçu comme de l'attention bienveillante. C'est perçu comment du coup? Comme une agression, une intrusion hyper violente. En disant « il », l'adulte le traite comme un objet d'étude, un bout de viande dont on parle, alors que l'ado, il est en train de lutter de toutes ses forces pour devenir un sujet indépendant. Il veut qu'on lui parle directement. Voilà, il exige le tu. C'est vraiment une question de respect de cette toute nouvelle frontière. Ok, donc ça c'est la première frontière, l'identité. Ensuite, le temps passe, on arrive vers 13 ans, et là la frontière devient physique. C'est le grand classique de la porte qui claque et du verrou qui tourne. L'enfermement, ouais, l'angoisse des parents. L'adulte reste comme un idiot dans le couloir, hyper blessé, il se sent rejeté, mais concrètement il fait quoi ce cerveau caché derrière la porte? Il boude. Pas du tout. Il se met en mode convalescence et traitement de données. En fait, le monde extérieur est devenu beaucoup trop stimulant, trop fatigant à décrypter avec son logiciel en mise à jour. Donc il fuit le bruit. Le repli dans la chambre, c'est une nécessité biologique pour faire baisser la température. Et surtout, pendant ce calme, le cerveau lance un énorme nettoyage. Il fait remonter des vieilles blessures de l'enfance. Attends, c'est comme un programme antivirus qui scanne l'ordinateur en arrière-plan pour trouver des vieux fichiers pourris. C'est exactement ça. Il ressort des dossiers vieux de 5 ans, des sentiments d'injustice de l'école primaire, de la vieille jalousie par rapport aux petits frères. Et c'est pour ça qu'ils se mettent parfois à pleurer pour un truc qui date d'il y a des années. Ouais, et c'est pas du cinéma. Le cerveau a maintenant une capacité cognitive un petit peu meilleure, donc il rouvre ces dossiers non résolus pour les digérer pour de bon et les classer. Waouh! Ce qui veut dire que quand on force la porte, c'est catastrophique. Ah bah, si le parent tape à la porte en disant « Ouvre, il faut qu'on discute », il interrompt le scan de l'antivirus en plein milieu. C'est violent. Et ça prouve à l'ado que son besoin de sécurité de base n'est pas respecté. La confiance s'effondre direct. Et alors après, on s'approche des 15 ans. Le fameux cap des 15 ans. La pensée en 3 dimensions. C'est ça. Le livre parle de l'accès à la pensée en 3D. Fini le monde binaire, noir ou blanc. Le jeune capte toutes les nuances, les contradictions. Et les parents tombent du piédestal. Oh là là, oui. Il passe de super-héros infaillibles à de simples mortels qui font plein d'erreurs. Mais au-delà de l'intellect, à 15 ans, c'est aussi le premier grand choc émotionnel, le premier amour Et la première rupture. et la première rupture. Et c'est là que j'ai pris une vraie claque en lisant. Parce que souvent, on regarde ces drames d'ados avec un petit sourire condescendant, genre Oh, un de perdu, 10 de retrouvé, ça va passer. C'est l'erreur fatale. Ouais, parce que chimiquement, il y a un truc énorme qui se joue. Le premier amour, c'est une inondation d'ocytocine et de dopamine. Les fameux neurotransmetteurs de l'attachement. Le cerveau baigne dans l'euphorie totale. Mais ce que je savais pas, c'est que la dopamine et l'ocytocine, c'est pas juste des hormones du bonheur. Ça agit comme les opioïdes de notre cerveau. C'est notre antidouleur naturel. C'est fou, hein? Donc, lors de la rupture, cette production s'arrête d'un seul coup et ça crée un état de manque neurologique comparable à un sevrage de drogue dure. Mais vraiment,
la chute est vertigineuse. Et les récepteurs de la douleur physique dans le cerveau s'allument. Donc quand l'ado pleure dans son lit, il n'a pas juste le cœur triste, il ressent une authentique douleur physique mesurable scientifiquement. C'est un fait établi. Une vraie douleur. D'ailleurs, si tu vois ton enfant se casser la jambe, tu vas jamais lui dire « Allez, c'est bon, tu vas remarcher demain, passe à autre chose ». Bah non, tu l'emmènes aux urgences et tu le consoles. Et face à un chagrin d'amour à 15 ans, minimiser la souffrance, c'est nier une vraie douleur aiguë. Ça laisse le jeune dans une solitude atroce au pire moment possible pour son système nerveux. Ça fait tellement réfléchir. Alors bon, face à ce tableau, un cortex préfrontal en travaux, une amygdale survoltée, un besoin de reconnaissance sociale absolue et des douleurs physiques qu'on soupçonnait même pas. On fait quoi, nous les adultes? C'est la grande question. Parce que notre premier réflexe, quand on perd le contrôle, c'est de serrer la vis. Punir, confisquer le téléphone, interdire les sorties. C'est humain, mais c'est totalement contre-productif. Les études montrent que les méthodes de coercition classiques, elles tapent à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que la punition, elle s'attaque aux symptômes. La chambre en bazar, la grande gueule. Mais elle s'attaque jamais à la cause qui est le stress et l'immaturité cérébrale. Et le pire, c'est que l'auteur dit que la punition empêche de devenir responsable. Bah oui, c'est le piège absolu. Quand tu punis un jeune, son cerveau sous stress va juste se concentrer sur l'injustice de la sanction. Il est juste en colère contre nous. Voilà, il mobilise toute son énergie pour te détester ou pour trouver comment pas se faire choper la prochaine fois. Il réfléchit pas du tout à sa bêtise, en fait. Zéro. L'espace mental pour ressentir de l'empathie pour la personne qui l'a blessé, il est complètement bloqué. J'entends la théorie, ok. Mais soyons pragmatiques 2 minutes. Si j'ai un ado qui laisse ses affaires sales sur le canapé depuis 3 jours et qui me hurle dessus quand je demande de l'aide, Ouais, on connaît tout ça. mon empathie, elle va pas faire le ménage à sa place, quoi. On peut pas juste le regarder grandir avec bienveillance au milieu des déchets. On a besoin d'outils concrets pour pas déclencher une guerre mondiale. Et le livre en donne plein. Oui, la technique du mot unique, par exemple, ça m'a fait tiquer. L'idée, ce serait de remplacer le long sermon de 10 minutes par un seul mot neutre. Genre, au lieu de dire « Combien de fois je t'ai dit de ranger cette tablette ?», dire juste « tablette ». C'est super efficace. Parce que le grand sermon, ça réveille l'amygdale tout de suite. Le ton moralisateur, c'est perçu comme une attaque. Et là, il se braque. Soit il se ferme, soit il aboie en retour. Mais honnêtement, si je me plante devant mon ado qui joue à son jeu vidéo depuis 3 heures et que je dis avec une voix hyper neutre « tablette », je vais juste avoir un regard de vache qui regarde passer un train, non? Tu serais surprise. Ça marche parce que ça contourne les défenses émotionnelles. En disant un seul mot, sans jugement, sans ton agressif, l'alarme de l'amygdale ne se déclenche pas. Le message passe sous le radar. Il file direct vers les fonctions cognitives supérieures. L'ado entend « tablette », son cerveau connecte ce mot à la règle qu'on a fixée avant, par exemple pas d'écran après 20 heures, et il a l'espace mental pour initier lui-même l'action de l'éteindre. Et comme c'est lui qui prend la décision finale, il résiste moins. C'est l'autonomie qui fait tout. Mais bon, ça implique d'avoir posé la règle à froid, avant, quand tout allait bien. Évidemment. C'est une vraie stratégie de désamorçage. Et dans la même veine, pour réguler l'ambiance, elle parle du concept danois, du inné. C'est super à la mode, mais là, appliqué à la famille. L'art de se créer des petits moments ultra cocooning et chaleureux. Voilà. Sauf que, pourquoi s'asseoir autour d'un jeu de société, en mangeant des crêpes, sans parler du collège, ça serait si révolutionnaire? Parce que c'est une intervention chimique directe sur le cerveau. Le IGE, ça veut dire qu'on décrète une zone zéro conflit. On ne parle pas des notes, on ne parle pas de la chambre, on ne parle pas du futur. On souffle, quoi. Le simple fait de partager un moment de connexion authentique sans aucune menace, ça fait chuter le cortisol de l'adolescent de façon spectaculaire. L'amygdale s'éteint. Exactement, l'amygdale se met en veille et hop, le cortex préfrontal peut se reconnecter. Et c'est dans ces moments de paix chimique que le lien familial se répare et se renforce. C'est brillant. En fait, tu gères pas un comportement, tu modifies littéralement la biochimie de la pièce. C'est exactement l'idée de l'auteur. Il y a un autre outil qui a l'air bête comme chou, mais d'une puissance folle. C'est le pouvoir de l'expression « pas encore ». Fondamental, ça. Ouais, l'ado qui crise devant un devoir de maths et qui hurle « je suis nul, j'y arriverai jamais », le réflexe, c'est de dire « mais si mon chéri, t'es très intelligent ». Sauf que ça marche pas. La parade, c'est de dire « tu n'y arrives pas encore ». Ces deux petits mots, ils activent ce qu'on appelle l'état d'esprit de développement. C'est-à-dire? Ça valide sa frustration sur le moment, genre « ok, c'est dur là tout de suite », mais ça ancre l'idée que le cerveau est malléable, qu'avec du temps et de l'effort, il va finir par maîtriser le truc.
C'est pas une fatalité. Quand on met toutes ces pièces ensemble, le message d'Isabelle Filiosa devient super limpide. L'objectif, c'est pas de casser la résistance de l'ado pour avoir un enfant bien docile. Surtout pas. Poussière, dératé, tout en lui donnant le bon matériel. L'amour inconditionnel. Voilà, un amour qui dépend pas de ses notes à l'école, une sécurité totale et des limites qui sont pas là pour punir, mais pour rassurer, comme des barrières sur un pont. Et pour tous ceux qui veulent creuser, ce livre, c'est vraiment un manuel de traduction indispensable. Il est plein d'exemples du quotidien, de dialogues analysés mot à mot, avec pas mal d'humour en plus. Ça permet vraiment de passer de la guerre des tranchées à la collaboration pacifique. Tout à fait. Cette plongée transforme complètement la façon dont on voit cette période qu'on redoute tant. Et pour finir, j'aimerais lancer une petite réflexion à tous ceux qui nous écoutent. Vas-y. On a dit que le cerveau, à 15 ans, accédait à une pensée très complexe. L'ado y développe une intolérance viscérale à l'hypocrinie, il détecte nos failles, et il est souvent plein d'un idéalisme de dingue. Il veut réparer le monde. Ouais, la soif de justice absolue. Donc on peut se poser la question. Et si cette fameuse crise d'adolescence qui nous fatigue tant, c'était pas du tout un bug à corriger? Qu'est-ce que ce serait alors? Et si c'était le symptôme d'un monde adulte qui, avec le temps et la fatigue, a fini par accepter trop de compromis pas très jolis et a oublié ses propres idéaux de jeunesse? Peut-être qu'au lieu d'essayer de recadrer à tout prix cette étincelle de rébellion, on ferait bien de s'asseoir, de les écouter un peu et de s'en inspirer.